Bonjour. Nous avons vu lors de la production des rayons X que les électrons provenant de la cathode et qui sont accélérés sous l'effet de la différence de potentiel viennent frapper l'anode et que l'on obtient un spectre qui est en fait la superposition de deux spectres, un spectre continu et un spectre de ray. Nous avons vu que le spectre continu, appelé également spectre blanc ou rayonnement de freinage, il était issu, il provenait du fait que les électrons incidents provenant de la cathode, en arrivant sur les électrons de l'anode, eh bien, ils vont être attirés par le noyau des atomes de l'anode. Cette attraction électron-noyau va provoquer le freinage de ces électrons et va leur provoquer une perte d'énergie, et cette énergie va être rayonnée sous forme de rayons X. Si l'on suppose que, en sortant de cet atome, les électrons rencontrent d'autres atomes et qu'il va être là encore attiré par les noyaux de ces atomes, donc il va perdre pratiquement toute son énergie. Et on peut calculer l'énergie maximale qui peut être perdue lors de ce freinage, et ça nous donne une relation de ce genre, lambda-min, que l'on peut changer suivant la relation E égale à HC sur lambda pour calculer E max, lambda-min égale à 12 394 sur delta U. C'est-à-dire que la longueur d'onde minimale ne dépend que de la différence de potentiel appliquée. Donc plus la différence de potentiel appliquée est grande et plus la valeur de lambda est petite. Nous avons constaté également que l'intensité augmentait avec la différence de potentiel en relation avec la relation empirique de Hullet qui est I, l'intensité, est égale à K, une constante de proportionnalité, fois Z, numéro atomique, fois V carré. Donc elle varie en fonction de V carré, on vient de le voir, mais également elle dépend du numéro atomique Z. Et on peut le voir sur cette figure, donc en comparaison l'intensité de l'or, du chrome, de l'argent et du chrome. Alors à côté de ce spectre de freinage, on a une émission discontinue, l'émission du spectre de ray caractéristique, donc ce qui nous donne des pics. Et ces pics ont des valeurs de longueur d'onde bien déterminées, donc des valeurs quantifiées et qui ne changent pas, même si on change la différence de potentiel, la valeur de la longueur d'onde donc reste la même alors que son intensité varie. Et nous avions dit que donc, ces raies caractéristiques provenaient du fait que lorsque on arrache un électron de la couche K, on a des transitions électroniques des couches supérieur, donc vers le niveau à partir duquel a été arraché l'électron, et que cette transition électronique, on avait émission de la différence d'énergie entre le niveau initial et le niveau final. C'est-à-dire que cette différence d'énergie elle est rayonnée sous forme de rayons X. Et cette transition électronique doivent obéir, bien entendu, aux règles de sélection qui sont delta L égale à plus ou moins 1 et delta J égale à 0, plus ou moins 1. Alors maintenant qu'on sait comment produire les rayons X, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on envoie un faisceau de rayons X sur de la matière. C'est-à-dire le chapitre 2, interaction des rayons X avec la matière. Alors lorsqu'on envoie un faisceau de rayons X sur un milieu matériel, les photons incidents, les photons X incidents, peuvent interagir de plusieurs manières, selon l'énergie qu'ils ont. Selon que l'énergie est supérieure ou inférieure à l'énergie des électrons périphériques, ou à l'énergie des électrons des couches intermédiaires, ou à l'énergie des électrons de la couche de cœur K. De manière générale, comme les photons incidents ne sont pas chargés, ils ne subissent donc pas de freinage, donc ils ne subissent pas d'attraction photon-noyau de l'atome cible. Mais par contre, ils peuvent entrer en collision avec les électrons des atomes de l'anode et donner lieu à différentes interactions. Et selon leur énergie, ils peuvent soit rebondir sur l'électron, si leur énergie n'est pas suffisante, elle est inférieure à l'énergie de liaison de l'électron et vont juste rebondir sur cet électron.
Si leur énergie est égale ou légèrement supérieure à celle de l'électron, ils vont carrément le dévier de sa trajectoire. Mais si leur énergie est nettement plus grande que l'énergie de liaison de l'électron, eh bien ils vont carrément l'arracher. Donc, ce sont les trois possibilités que l'on va avoir. Soit ils vont rebondir, soit ils vont dévier les électrons de leur trajectoire, soit ils vont les arracher. Alors, détaillons un peu ce qui se passe. Alors, un photon qui arrive sur un atome, donc il rencontre un électron, et bien, il peut rebondir sur l'atome. Et on distingue dans ce cas deux cas de figure. La diffusion élastique, c'est-à-dire une diffusion au cours de laquelle le rayonnement ou le photon rebondit mais sans perte d'énergie. Donc il rebondit, il arrive sur l'atome, il rebondit mais sans perte d'énergie. C'est ce qu'on appelle la diffusion Rayleigh ou diffusion élastique. Deuxième cas, c'est lorsque le rayonnement provoque l'éjection d'un électron des couches externes, qui sont généralement faiblement liées. Alors, il perd une partie de son énergie. Donc, et c'est ce qu'on appelle la diffusion inélastique parce que le photon a perdu une partie de son énergie. C'est la diffusion Compton. Autres phénomènes qui ont lieu, ces photons peuvent être absorbés en provoquant des transitions électroniques. Et si leur énergie est faible, ils vont simplement provoquer le changement d'orbite d'un électron, mais si leur énergie est suffisante, c'est-à-dire supérieure à l'énergie de liaison des électrons des couches intermédiaires ou des couches de Kerr, ils vont carrément arracher ces électrons. Et en arrachant ces électrons, l'atome se trouve ionisé, donc on provoque une ionisation, et comme il est dans un état excité, il a tendance à revenir à son état fondamental et on va avoir des transitions électroniques, comme dans le cas de la production des rayons X que l'on a vu dans le chapitre précédent, donc transition électronique avec émission d'un rayonnement X. On parle alors de fluorescence X ou rayonnement X secondaire. Pourquoi secondaire? Eh bien tout simplement parce qu'il provient d'un photon qui vient du rayonnement primaire sorti du tube de rayons X. Donc le rayonnement primaire sorti du tube de rayons X donne des photons. Ces photons vont arracher des électrons et donner à leur tour un rayonnement X. C'est la fluorescence ou rayonnement X secondaire. Et l'électron qui est éjecté est appelé photoélectron ou électron secondaire. Alors globalement, qu'est-ce qui se passe? Alors dans un tel processus, on a de l'énergie qui est perdue par rapport à l'énergie initiale, et cette énergie se trouve sous deux formes. Une partie est absorbée par le milieu, à cause des chocs, des rebondissements, des chocs avec des électrons qui provoquent donc des changements de trajectoire des électrons, etc. Et une partie, elle est diffusée, donc elle va rebondir sur les atomes, etc., etc., et sortir dans une direction qui est différente de la direction du faisceau initial. Et globalement, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on observe une diminution de l'intensité du faisceau incident. C'est-à-dire que le nombre de photons initiaux, donc qui sont arrivés sur l'échantillon, eh bien, ils ont été absorbés, une grande partie a été absorbée, et on appelle aussi ça l'atténuation du faisceau. L'intensité du faisceau va diminuer, ce qui est essentiellement dû à l'interaction des photons X avec les électrons. Si on regarde cette figure, donc on a un faisceau incident, donc il y a une intensité I0 et une longueur d'onde lambda. Donc ce faisceau arrive sur un échantillon, donc on va avoir plusieurs phénomènes qui vont avoir lieu, la diffusion élastique, la diffusion inélastique, la fluorescence X, etc. Et on aura donc une partie du faisceau des photons qui va traverser l'échantillon. Et on appelle ce faisceau le faisceau transmis. Donc, et qui a une intensité I et une longueur d'onde lambda qui n'a pas changé par rapport au début. Donc il n'y a pas eu perte d'énergie par rapport à ce faisceau transmis. Et l'intensité I, elle est inférieure à I0. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a eu atténuation du réseau. Eh bien, détaillons un peu ce phénomène d'absorption. Alors, lorsque les photons arrivent
sur un échantillon d'épaisseur E, eh bien, on a un faisceau transmis qui a une intensité I, mais qui a la même longueur d'onde ou la même fréquence et donc la même énergie. Et cet affaiblissement du faisceau, donc cette diminution de l'intensité, il suit la loi de Beer-Lambert, loi donc utilisée en spectrophotométrie. C'est-à-dire que pour une longueur d'onde lambda bien déterminée, l'intensité I est égale à I0, l'intensité incidente, fois l'exponentielle de moins mu L fois E. E étant l'épaisseur de l'échantillon, et mu L est le coefficient linéaire d'absorption caractéristique d'un matériau. Donc chaque matériau absorbe à sa manière, donc mu est caractéristique d'un matériau et dépend de la longueur d'onde. On va voir tout à l'heure comment. Alors ce terme mu, coefficient d'absorption, en fait, il englobe, il rassemble tous les termes de contribution qu'on a cité plus haut, c'est-à-dire il rassemble l'effet photoélectrique, la fluorescence X, la diffusion cohérente, la diffusion incohérente, tout ça fait partie de ce coefficient d'absorption, c'est-à-dire tous les photons qui ont provoqué l'effet photoélectrique, la diffusion cohérente, incohérente, la fluorescence X, tous ces photons on dit qu'ils ont été absorbés. Les autres, qui n'ont subi aucune interaction, eh bien, ils traversent l'échantillon sans perte d'énergie. C'est les électrons, c'est plutôt les photons transmis. De même, on utilise assez souvent le coefficient d'absorption massique, μm, et qui est relié au coefficient linéaire par la relation μl égale à μm fois ρ étant la masse volumique du matériau. Alors, lorsqu'il s'agit d'un composé qui contient plusieurs éléments ou d'un mélange de composés, donc quand on est en présence de plusieurs éléments, avec des concentrations massiques pour chacun CI, le coefficient d'absorption total, massique total, est calculé à partir de cette relation. Il est égal à la somme de CI mu I. Et ceci, c'est pour une longueur d'onde bien déterminée. Alors, deux autres relations qu'on utilise assez fréquemment, c'est l'expression du facteur de transmission alpha, c'est-à-dire le rapport I sur I0 fois 100 qui nous donne la transmission, le pourcentage de transmission, quel est le pourcentage de faisceau qui a été transmis, à l'inverse, donc quel est le pourcentage de faisceau qui a été absorbé, et la grandeur qu'on appelle épaisseur de demi-atténuation, qui est l'épaisseur pour laquelle la moitié du faisceau a été absorbée. Alors voyons voir maintenant comment varie ce coefficient d'absorption. Alors, il varie avec la longueur d'onde déjà. Si on s'intéresse à la variation du coefficient d'absorption en fonction de la longueur d'onde, on remarque la présence de discontinuité. Donc on a une droite, puis une discontinuité, une droite, une discontinuité et puis une droite. Alors, ces discontinuités résultent tout simplement de la quantification des niveaux d'énergie des atomes. C'est-à-dire, lorsque on a des photons qui ont une énergie importante arrivent sur un matériau, si leur énergie est faible, c'est le cas ici, ils vont être absorbés. Une grande partie de cette énergie va être absorbée. Comment absorbée? À cause des chocs, du rebondissement des photons contre les électrons, etc. Donc une bonne partie de l'énergie incidente, elle est absorbée dans ces chocs. Et c'est pour ça que le coefficient d'absorption est grand. C'est pour ça qu'on dit que les rayons X qui ont une énergie faible, ils sont très absorbés. On les appelle les rayons X mous et ils sont dangereux pour la santé. Donc les rayons X de longueur d'onde élevée, donc d'énergie faible, sont dangereux pour la santé parce qu'ils sont très absorbés. On le voit ici. Donc le maximum d'absorption pour cet élément correspond aux longueurs d'onde les plus élevées, c'est-à-dire aux énergies les plus faibles. Quand l'énergie des photons augmente, c'est-à-dire leur longueur diminue, arrivé à un moment, les photons ont une énergie supérieure pour arracher des électrons, une grande partie de l'énergie des photons
elle est absorbée dans l'arrachement des électrons. On voit le coefficient d'absorption qui augmente. Là, pour L3, pour L2, pour la sous-couche L3, L2 et L1. Et on continue plus, la longueur d'onde va diminuer, plus les photons auront une intensité, enfin, une énergie importante, moins ils seront absorbés, jusqu'au moment où ils auront une énergie suffisante pour arracher les électrons de la couche K. Alors une bonne partie de leur énergie va servir à arracher les électrons de la couche K, et donc on observe donc une augmentation du coefficient massique. Alors, ce coefficient d'absorption, selon Bragg et Peirce, il est fonction de z à la puissance 4 et de lambda puissance 3. Nous avons vu sur le schéma précédent l'effet de la variation de lambda, et on voit sur ces figures la variation de z. C'est-à-dire que plus z est grand, plus on va avoir un coefficient d'absorption élevé. L'augmentation de z en fonction du coefficient d'absorption linéaire en fonction de z s'explique du fait que plus le numéro atomique est grand, c'est-à-dire plus un atome a d'électrons, et plus la probabilité pour que les photons incidents fassent des chocs, arrachent des électrons, etc., plus cette probabilité est grande. Donc plus z est grand, et plus les photons incidents vont perdre de l'énergie dans les chocs. Et donc les métaux lourds absorbe beaucoup plus que les éléments légers. C'est pour ça que le plan, donc Z égale 79, est utilisé comme un écran protecteur. Donc il a un numéro atomique élevé, et donc il va absorber beaucoup, et carrément, si on a une bonne épaisseur, et on verra ça en TD, si on a une bonne épaisseur d'écran, tout le rayonnement X sera absorbé. C'est pour ça qu'on l'utilise comme écran protecteur dans les installations de rayons X. Alors que pour les appareils de rayons X, on utilise des fenêtres en beryllium, Z égale à 5. Il n'absorbe pas beaucoup, et donc ça permet donc de mettre des fenêtres donc, à partir desquelles va sortir le rayonnement X. Alors si on détaille maintenant les phénomènes ou les effets qui ont lieu, on a parlé de l'effet photoélectrique, c'est-à-dire que lorsque les photons incidents ont une énergie suffisante pour arracher des électrons, donc on va arracher des électrons. L'électron éjecté, c'est un photoélectron, et il emmène donc avec lui une certaine énergie, et c'est lui qui produit cet effet photoélectrique. Par la suite, on a le phénomène de fluorescence X, c'est-à-dire les transitions électroniques et émission de rayonnement X. D'ailleurs, cet effet photoélectrique représente plus de 90% du coefficient d'absorption, et c'est la cause principale de l'atténuation de l'intensité des rayons X. Alors cet effet photoélectrique ne peut avoir lieu que si l'énergie du photoincident est supérieure à l'énergie de liaison de l'électron. Autre effet, la diffusion incohérente, qu'on a appelée effet Compton. C'est lorsque le photon incident arrive avec une certaine énergie, qu'il rencontre un électron faiblement lié, et qu'il va éjecter de sa trajectoire. L'électron va partir dans une direction avec une certaine énergie, et le photon va continuer sur une autre direction avec une énergie différente. Il existe donc des relations qui permettent de relier les différences d'énergie qui est produite, notamment par rapport aux photons, tels que par exemple la différence de longueur d'onde entre le photon incident et le photon diffusé est égale à H sur MEC fois 1 moins cosinus θ, θ étant l'angle que fait le faisceau incident avec le faisceau diffusé. Et à partir de là, donc, on peut faire pas mal de mesures dont nous ne parlerons pas dans cette partie. Un autre effet, c'est l'effet Auger. Lorsque on arrache des électrons de la couche K, par exemple, l'électron qui est arraché, alors en quittant
sa place, en quittant sa case, il peut lui aussi arracher un électron des couches supérieures. Et l'atome se trouve ainsi doublement ionisé. L'électron qui est arraché plus l'électron arraché par l'électron arraché. C'est ce qu'on appelle l'effet Auger. On ne détaillera pas cet effet dans ce cours. Alors merci de votre attention.